Moi, à l'époque où j'y suis, il n'y a pas de transmission sous-marine. Donc ça veut dire que quand on envoie un binôme de nageurs de combat, quelque part dans un port, d'un pays souverain, c'est le seul travail des unités françaises où les chefs acceptent d'envoyer des gars sans liaison radio. La légitimité, elle vient de ton comportement au quotidien, du fait que quand tu te plantes, tu reconnais que tu t'es planté, mais on peut pas sacrifier la qualité du groupe à la sensibilité de chacun, quoi. Et ton métier, tu le connais pas en formation. On te forme, et après c'est à toi d'aller chercher ton métier sur le terrain. Bonjour, bienvenue dans notre podcast United We Conquer by Pearl. Aujourd'hui c'est l'épisode 3.11, nous sommes toujours avec Stéphane Lebihan, ancien commando marine et nageur de combat, qui partage avec nous, à travers des situations qu'il a vécues, que ce soit en opération, en exercice ou dans des choses plus personnelles, qui partage avec nous donc sa vision de la responsabilité, de l'engagement, du management, du commandement. Et dans cet épisode, vous allez entendre, c'est particulièrement riche, beaucoup d'exemples, beaucoup de parallèles, et vous allez entendre comment, dans le management agile des unités spéciales, les gens qui ont compris, à qui on a expliqué la mission, qui ont compris la mission, se l'approprient parfaitement et comprennent à leur niveau ce que cela implique, ce que cela veut dire. Et vous allez voir et plutôt entendre un exemple très précis à ce sujet, où justement quelqu'un aura très bien compris que sa mission, qui fait partie d'un collectif, d'une équipe, et sa mission est juste primordiale, et que si il ne réussit pas cette partie-là, c'est toute la mission qui risque de capoter. Beaucoup d'enseignements intéressants sur ce management agile qui peut peut-être inspirer dans d'autres situations. C'est aussi des partages sur la place du chef, sur la confiance que celui-ci peut avoir dans ses collaborateurs ou dans ses chefs. Et certaines limites, et des fois, justement, comment cette confiance peut propulser, en anglais on dirait empower, les collaborateurs et les gens qui travaillent avec vous. Bonne écoute. Moi, je pense que le niveau des FS, il est à peu près homogène partout, quoi. Et chez les SEALs, c'est comme en France. Chez les SEALs, il y a les SEALs de base, enfin les SEALs normaux, et puis il y a le SEAL Team 6, qui est le commando de contre-terrorisme maritime, enfin de contre-terrorisme, et il y a le SDV Group, qui pilote les SDV à Hawaï, là, les engins sous-marins. Voilà, donc eux, c'est plus la partie nageur, quoique. Et après, les autres, c'est du commando d'assaut. Hein. Donc, on a la même organisation, hein, grosso modo. Et chez les Anglais, on va avoir les Royal Marines qui seront les commandos d'assaut, et le SBS qui sera les nageurs. Donc en fait, on a sous des formes différentes, mais on a tous à peu près la même articulation. Et pour ce qui est de la partie nageur, on arrive tous à la même chose à la fin. En termes de formation. Parce que sur le BUD, la formation de base des SEAL, je crois qu'ils ont que 2 mois de plongée ou un truc comme ça. Quand un cours nageur en France, ça dure plus de 7 mois. Mais c'est pas axé sur la voilà, c'est juste une capacité à plonger dans une piscine, grosso modo, mais après ils plongent quasiment plus, les SEALs. Et en revanche, quand ils arrivent au SEAL Team 6, les mecs, ils ont 6 mois de formation à la plongée de contre-terrorisme. Et quand ils arrivent au SDV, si le mec après choisit le SDV, là ils ont 2 ans de formation en pilotage. Donc en fait, il y a un moment, on peut faire ce qu'on veut, la formation elle est incompressible. Tout le monde arrive aux mêmes durées de formation. Alors il y a toujours des esprits brillants qui veulent réduire parce qu'on va gagner 1,50€ par là, l'équivalent d'une demi-heure de prix de vol de Rafale, donc c'est important. Mais non, tout le monde arrive à peu près au même... moi, les standards que je connais en termes de formation, sous une forme ou une autre, tu les retrouves à peu près partout, quoi. Parce que les hommes sont à peu près tous les mêmes, et pour plonger à l'oxy, il faut à peu près la même expérience. Voilà. Si on veut que ça se passe bien, et que les mecs restent pas au fond, ou n'arrivent pas à faire la mission. Et puis, je pense à ce que tu disais tout à l'heure, j'étais certainement pas pareil lorsque je suis rentré comme matelot et lorsque j'étais 3 gallons. C'est l'évolution des gens, donc il faut leur donner la possibilité de maturer, de rester au contact de l'unité, mais aussi de s'oxygéner, d'apprendre autre chose. Ouais. Donc c'est une gestion des personnes qui est quand même qui est caractéristique en fait, et qui permet de développer cette force
Ouais, c'est clair. C'est d'abord des humains, quoi. Non, puis ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça reste les seuls. Alors au moins quand j'y étais. Aujourd'hui, je sais pas où ils en sont parce que je ne suis pas l'actualité des développements technologiques. Je sais pas. Il y a la notion de besoin d'en connaître, hein, dans les armées, et moi j'ai pas besoin d'en connaître aujourd'hui, donc je pose pas de questions. Quand je vais là-bas, on discute, mais je pose pas de questions. Si les mecs abordent des sujets techniques, je suis très preneur, mais s'ils les abordent pas. Donc je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui dans le domaine des transmissions sous-marines. Mais moi, à l'époque où j'y suis, il n'y a pas de transmission sous-marine. Donc ça veut dire que quand on envoie un binôme de nageurs de combat quelque part dans un port d'un pays souverain, d'un état souverain, où les mecs vont plonger plusieurs heures, que ce soit à la palme ou plus longtemps en petit sous-marin, en sous-marin humide. C'est le seul travail des unités françaises où les chefs acceptent d'envoyer des gars sans liaison radio. On prend un pilote de chasse, il est en laisse courte toute sa mission. Au dernier moment, on lui dit reviens, tu reviens. Et donc nous, le dernier moment, c'est le moment où on met les mecs à l'eau. Et là, on appelle les chefs, on leur dit confirmez qu'on met à l'eau. Parce qu'après, on pourra plus les rattraper, les gars. On met des procédures pour les récupérer en urgence si besoin, mais tant que pour eux, il n'y a pas d'urgence sous l'eau, les mecs, ils vont faire leur mission jusqu'au bout. Et il y a plus le point de non-retour, il est à la mise à l'eau. Et c'est pour ça que c'est hyper important. C'est pour ça que de par la caractéristique de la plongée à l'oxygène, il faut des mecs qui aient un peu de bouteille, un peu d'expérience, etc. Donc on prend des gens qui ont grosso modo 4, 5, 6 ans de commando pour venir au cours nageur. Et après, c'est pour ça qu'il y a un taux d'encadrement très élevé. C'est que les gars qui sont sous la flotte, dans un port d'un état souverain en toute discrétion, c'est des sous-officiers. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'un taux d'encadrement très élevé. Le chef de binôme, c'est un premier mètre, et l'opérateur, c'est un second mètre ou un mètre. Voilà. Donc la France, elle envoie 2 sous-off dans un pays qui ne le sait pas, pour faire une opération dont le pays ignore tout. Et c'est le seul, le monde sous-marin, maritime en général et sous-marin en particulier, c'est le dernier endroit des Black Ops, quoi, des opérations que personne ne connaîtra jamais. Et c'est pas parce qu'on les connaît pas qu'il y en a pas. Et donc ça explique le taux d'encadrement, le fait qu'il faut faire attention à son personnel, etc., etc. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est qui est presque culturel dans la marine. Même si aujourd'hui, effectivement, un bateau qui part de l'autre côté de la planète, il est en liaison permanente, et donc il peut recevoir des ordres, des contre-ordres, à tout moment. Mais avant, à l'époque de la marine à voile, là, il n'y avait pas moyen de rappeler. Donc ça obligeait de prendre en considération le fait que lorsqu'on envoyait quelqu'un en mission, on pouvait pas le modifier en permanence, le piloter en reine courte, quoi. Et ça c'est une culture qu'a la marine, qu'a conservé la marine, un peu. Maintenant, ceci dit, il y a des nageurs de combat dans l'armée de terre aussi, qui sont au service. Et alors, je sais pas comment ils sont gérés, mais je pense qu'il y a cette culture-là aussi. Marine, quand même. Ne serait-ce que par le cours nageur. Ouais, tout à fait. La formation elle est commune, elle est menée par la marine. Mais après, je pense qu'ils ont la même culture, parce que c'est une culture nageur, là. C'est pas une culture marine, c'est une culture nageur. Donc voilà. Donc moi aujourd'hui, je sais pas où ils en sont dans les liaisons, mais toujours est-il que moi, ce que j'ai connu, c'est ça. Et donc, c'est un aspect très très particulier de la spécialité qu'on ne devine pas et que quelqu'un qui est dans les armées régulières n'envisage même pas. Et là, tout le monde met ce qu'il faut sur la table, quoi. Le gars qui va réaliser la mission, le gars qui l'amène en mission, et le gars qui prend la décision de le lâcher en mission. Et ça se gère pas au niveau du pacha d'unité ou du pacha de bateau. Celui qui décide, ça monte directement à Paris. Hein. On attend un verre de Paris pour larguer les gars, on attend pas le verre. Et ce qui veut dire qu'il y a une acculturation, en fait, qui est nécessaire pour bien faire comprendre, effectivement, à ces gens qui prennent la décision finale, quelles sont les limites, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, en général, on leur envoie un conseiller pendant l'opération. Donc, il y a un gars qui est à Paris, qui préfère être sur l'opération, mais il est à Paris, en train de conseiller. Et il y a une acculturation des opérateurs aussi. Faut qu'ils soient bien conscients de l'importance de ce qu'ils font, et que les limites qui sont définies, va pas falloir les dépasser. Parce qu'après, ça peut être très compliqué de justifier qu'il y avait des nageurs, ou d'aller les récupérer ou quoi. Donc, faut vraiment qu'il y ait une intelligence, une compréhension commune à tous les étages, de l'étoilé à Paris, jusqu'au premier mètre, qui est sous la flotte. Il faut que tout le monde comprenne la même chose. Et ça, ça fait partie de la formation, ça fait partie de l'expérience. Mais c'est ce qui explique principalement. Moi, je pense, c'est l'aspect subaquatique qui explique le haut taux d'encadrement à Hubert. Voilà. C'est cet aspect-là.
Parce qu'il faut des mecs qui sont capables de tout comprendre. Moi, j'ai été chef de groupe de CTLO à Lorient, et j'ai été chef de groupe du B, donc le CTLO d'Uber. Il n'y a pas besoin du même taux d'encadrement. Ou tu diras à Lorient. Parce qu'un groupe de CTLO qui travaille à terre, tu mets un chef, et d'ailleurs c'est comme ça qu'ils ont été pendant très longtemps, et moi quand j'y étais c'était le cas, il y avait un chef de groupe, un adjoint, qui était brevet supérieur, qui était BS, et puis après c'était des opérateurs qui étaient BAT avec de l'expérience, qui avaient entre 5 et 10 ans de boutique. Donc c'était pas un copier-coller mais c'était pas un copier-coller parce que à Uber, en revanche, tous les chefs de binôme sont BS, donc chef de groupe, Pourquoi ? Parce que c'est eux qui vont partir tout seuls avec un mec dans un port, et là il faut quelqu'un qui soit capable d'analyser un peu mieux la situation. Voilà. Mais c'est uniquement cette capacité subaquatique qui nécessite ça. Alors après il y a des gens qui disent oui, bon, on va avoir le même taux d'encadrement dans telle unité qu'à Uber, etc. Mais ça ne se justifie que par l'aspect subaquatique, à mon point de vue. Donc c'est marrant parce que c'est donc finalement l'environnement qui a façonné Uber et ses spécificités. Ouais, tout à fait. Et Uber aussi qui de ce fait-là devient une sorte de fer de lance, un peu presque un commando expérimental, quoi, où il y a des choses qui sont faites à Uber et qui vont être faites un peu plus tard dans les commandos de l'Orient. Ah mais de toute façon, ça c'est une évidence. Ça m'a fait plaisir de l'entendre il y a quelques années, puisque je fais de la réserve et je m'occupais à l'époque de la formation complémentaire des jeunes qui sortaient du stage commando. Et du coup, on leur faisait une formation complémentaire de 6 mois, et pendant ces 6 mois-là, on essayait de passer à Uber. Et donc, moi, c'est un discours que j'ai tenu pendant 20 ans, mais bon, à partir du moment où on est partie prenante, on n'est plus objectif. Et j'ai entendu donc les jeunes visiter les groupes. Donc les jeunes qui sortent du stage commando, on les envoie, ils vont visiter Uber. Et donc, il y avait un second maître ou un maître BAT à Uber qui leur présentait son groupe, le groupe B. Et le gars leur dit, moi j'ai fait une mission au Mali avec mon commando à Lorient, c'était vachement bien et tout, et puis j'y suis retourné avec Uber, c'était pas du tout la même mission. On nous attribuait pas du tout les mêmes missions, et donc c'est pas parce qu'on est sur le même théâtre, dans le même environnement, qu'on fait les mêmes missions. Et moi, c'est ce que j'avais l'impression de vivre, c'est ce dont j'étais convaincu quand j'étais à Uber, mais quand on explique ça à d'autres personnes, ils disent oui, complexe de supériorité, machin. Et l'entendre 15 ans après par un gars qui avait 2 ou 3 ans de boutique à Uber et qui le disait, en fait, c'est que c'est toujours vrai, et c'était pas finalement qu'une impression, puisque tout le monde a la même. Mais c'est du fait du taux d'encadrement, du fait que sur 12 mecs, encore une fois, on a des gars qui ont 4-5 carrières équivalentes en armée régulière. Voilà, c'est un concentré de qualification, mais c'est lié, oui, à l'environnement qui fait que... Et alors, il y avait quand même, on a parlé tout à l'heure d'un environnement où il y a quand même beaucoup de testostérone, des égos qui peuvent être un peu surdimensionnés, et donc avec des gens qui ont conscience de leurs valeurs, qui sont tous super qualifiés, et donc, comment ça se gère ces personnes-là, en fait? Comment tu travailles avec ces personnes? Alors, toi, t'as quand même le fait que t'as pas la légitimité du grade, t'as la légitimité d'une carrière, en fait. Donc, ces types-là, ils savent que t'as fait ce qu'ils avaient fait. Donc, peut-être qu'ils te regardent un peu différemment. Mais alors après, on faut pas s'endormir. La légitimité du grade, tu vois, moi, quand je suis passé chef de groupe à Uber, comment ça s'est passé? J'étais revenu du BS depuis 1 an. Et il y a donc le B, c'était 2 groupes. Le groupe qui était chapeauté par un officier et un chef de mission. Bon, et il y a les 2 chefs des groupes qui débarquent en même temps, 1 an après. Donc ils quittent leur fin d'affectation. Débarquer, c'est quitter l'affectation. Débarquer, c'est quitter l'affectation, et ils retournent en commando à Lorient pour d'autres fonctions. Et donc il y a 2 places qui s'ouvrent. Donc moi, on m'a demandé, on m'a dit, bon tiens, on fait un tour d'horizon, là, est-ce que tu veux, t'acceptes de prendre le chef si on te le propose? Je dis, bah ouais, moi, oui, j'accepte. Okay. Très bien. Et bon, finalement, j'ai été désigné chef de groupe, un des 2 chefs de groupe. Et on m'a dit par la suite, alors est-ce que c'est vrai, j'en sais rien, mais le gars qui était Semiscom à l'époque, il m'a dit, une fois qu'on a eu le retour de ceux à qui on avait demandé, il y en a qui ont dit non, qui voulaient pas, il y en a qui ont dit oui, et on a pris les gars qui avaient dit oui, et on a demandé au groupe s'ils le voulaient comme chef. Voilà. Donc c'est pas très vertical comme façon de commander. Et voilà. Et après, une fois que le chef il est désigné, bon bah on y va. Et donc pour moi, c'est comme ça qu'on m'a dit que ça s'était passé en tout cas. Et puis il y en a qui ont dit non parce qu'ils préféraient attendre 1 an de plus pour prendre à ce moment-là, parce que chacun. Mais c'est l'intelligence des gens de dire non, là je suis pas encore prêt, là je. Enfin voilà, c'est pas je vais courir après le titre de chef, parce que derrière les gens ils savent ce que ça veut dire.
C'est-à-dire qu'il y a 10 mecs qui vont te regarder tous les jours et qu'il va falloir faire bien bosser, qu'il va falloir faire progresser, qu'il va falloir, etc. Noter les mecs, c'est pas facile. Donc, et voilà. Donc en fait, ta légitimité, elle vient pas de ton grade. Elle vient pas non plus de ce que t'as fait. Parce que si t'as fait et puis qu'aujourd'hui tu fais rien, t'as aucune légitimité à le faire. La légitimité, elle vient de ton comportement au quotidien, du fait que quand tu te plantes, tu reconnais que tu t'es planté, du fait que quand t'as besoin d'un avis éclairé, tu vas voir la bonne personne et tu lui demandes son avis, et etc. C'est ça, et du fait que t'es capable de dépatouiller une situation que les autres n'ont pas dépatouillée, quoi. Voilà, parce que t'as un niveau de compréhension qui est celui de l'étage au-dessus. Enfin, c'est normal. Quand t'as un problème de groupe et puis que t'as été chef de groupe, même si tu l'as pas été, mais que t'as toutes les informations que le chef de groupe n'a pas, parce que lui il a qu'une information parcellaire, ça sera plus facile de démerder la solution, quoi. Bien sûr. Enfin, c'est toujours évident, mais oui. Mais ça, non, mais attention, et je reviens à ce qu'on évoquait tout à l'heure, ça c'est si tu connais ton métier. Et ton métier, tu le connais pas en formation. On te forme, et après c'est à toi d'aller chercher ton métier sur le terrain. Donc ça veut dire que c'est pas parce que t'as des responsabilités que tu dis moi je reste au bureau, puis je fais de l'organique, quoi. Parce que ça, je l'ai trop entendu. Non, tu vas pas faire un travail d'opérateur, mais tu vas sur le terrain, tu connais les choses, t'es mouillé quand il faut, t'es dans l'avion quand il faut, à sauter, voilà. Ouais, mais ce que tu décris là, c'est évidemment que quand tu l'exprimes comme ça paraît limpide, mais je pense que il y a des personnes qui sont à leur poste en responsabilité et qui se disent que peut-être que ce qu'elles peuvent le plus amener à ce moment-là, c'est ce travail un peu peut-être de fond qui nécessite peut-être de rester au bureau qui vont se faire absorber par le bureau, par des tâches qui sont des fois des tâches un peu routinières mais qu'il faut faire, mais aussi des choses qui permettent de faire un travail de fond pour faire avancer les choses, pour donner des moyens, pour aller chercher des moyens. Ouais, mais ça je suis d'accord, mais on est dans une organisation. Et l'organisation est bien faite. Moi je considère que l'organisation marine est très bien faite. Simplement c'est les hommes qui la servent qui sont un peu moins bien faits. Voilà. Et donc l'organisation d'une unité de marine, c'est quoi? Il y a un pacha qui commande tout. Donc lui il a besoin de recul. Ensuite il a un second. Le second il s'occupe de tout ce qui est organique. Organique, c'est-à-dire la vie de l'unité. Approvisionner les équipements, gérer le quotidien, enfin voilà, tout ça. Ensuite, il y a un officier opération, qui est chargé de l'entraînement et des opérations. Donc lui, c'est tout l'aspect opérationnel, tactique. Et ensuite, à Hubert, et c'est pareil ailleurs, il y a un chef des services généraux, un officier qui est en charge de la logistique. Il va gérer le parc de véhicules, le parc de bateaux, le machin, voilà. Donc tout ça, l'ensemble là, ça fonctionne bien. D'accord ? Et effectivement, le pacha, il va pas aller se mettre à l'eau à la place de l'officier opération, ça n'empêche pas de le faire de temps en temps, mais lui, normalement, il délègue un maximum à ses 3 officiers pour lui faire le travail de fond qui est nécessaire. Mais les gars qui sont dans l'unité, ils voient bien quand le pacha il fait du travail de fond, parce que ça se traduit par des ordres permanents, par des directives, par des trucs, et il voit bien quand le pacha il sort un ordre de circonstance qui dit qu'on va aller faire la partie crêpe du week-end, quoi. Ouais, mais encore une fois, on n'a pas à faire des abrutis à tous les échelles à tous les échelons. Et donc oui, il y a un travail de fond qui est nécessaire, mais quand la personne fait le travail de fond qui est lié à sa fonction, ça remet absolument pas en question ni son commandement ni rien. Enfin, tu vois, c'est encore une fois, si l'ensemble est cohérent, ça marche. Non, mais et moi, j'ai toujours entendu dire, par exemple, pour que ce soit cohérent, parce que la difficulté, plus les officiers sont jeunes, plus leur préoccupation, c'est de monter dans le prochain avion qui part en mission. Qu'il soit second, officier opération ou quoi, tu sais, souvent, c'est ça le problème. Bon. Moi, j'ai toujours entendu dire les pachas d'Hubert, ils ne voulaient pas que le chef des services généraux soit un nageur de combat. Donc c'est un officier issu du rang qui propose ça. Ils voulaient pas que ce soit un nageur de combat. Parce qu'ils disaient, si c'est un nageur, il va vouloir partir en mission, ou être dans les avions pour sauter, ou plonger. Et c'est pas ce qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est de gérer la base. Et donc, quand les gens restent à leur place, les places sont très bien définies, et je les trouve assez complémentaires. Le problème, c'est qu'il faut accepter de rester à sa place. Et quand on est crédible à sa place, ça pose pas de problème. Et la place un opérateur, il doit être sur tous les coups, sur toutes les plongées, sur toutes les séances de tir, sur tout ça. Un officier, c'est pas le cas. Mais il doit être capable quand même moi, je me suis arrêté officier opération, on doit être capable d'accompagner les groupes. Puisqu'on les commande. On les accompagner, donc faut aller avec eux. S'il y a que en mission qu'on va avec eux pour les commander, les gars te connaissent pas, les gens savent pas ce que tu vaux, et puis tu peux faire des conneries d'opérateur.
Parce que non, moi, la seule chose que je faisais de travail d'opérateur quand je partais en mission, c'était d'aller faire quelques séances de tir de nuit, parce que maintenant il y a des lampes, des lasers rouges, des lampes, des machins et tout sur les armes, et si jamais tu veux faire une désignation de laser à IR, et que t'appuies sur le mauvais bouton et puis que t'envoies un coup de lampe, bah, c'est tout le groupe qui va être détecté parce que t'as fait une connerie. Parce que t'as préféré aller dans ton bureau que de te préparer. Ça va jusque là, quoi. Tu vois. Si tu fais foirer une mise à l'eau de plongée en opération parce que ça fait 4 mois que t'as pas plongé, et puis que ton matos il est pas prêt, et puis que tu noies ton oxy ou je sais pas quoi, bah, t'auras l'air malin là, comme officier opération là. Tu vois. Si sur une libération d'otages ou je sais pas quoi, moi une fouille de campande, tu mets un gros coup de lampe alors que tu comptais mettre un coup de laser hier parce que t'as oublié de travailler ça. Voilà. Et après tu travailles à ton niveau. C'est-à-dire que c'est pas toi qui vas ouvrir la porte. Toi tu vas coordonner tout ça. Et tu vas pas faire des conneries. Et puis dans ta façon de préparer l'émission, les gens voient très bien si t'es au niveau ou pas. Voilà. Et ils te le disent d'ailleurs. Ils te le disent, et ils ont raison parce qu'ils jouent leur coup. Et ils te le disent comment? Parce que tout à l'heure tu racontais ce qui s'était passé en Afghanistan avec ce chef de groupe de Trépel qui te dit. Ouais, mais là c'est une situation extrême là. Donc, ouais. Non, mais les gars ils te disent, tu leur dis bon bah voilà, on a reçu telle mission, on compte la préparer comme ça, machin. Et alors tu demandes pas aux 30 mecs, hein. Toi tes interlocuteurs, c'est les chefs de groupe. Bon voilà, moi je pense la préparer comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Chacun amène ses éléments. On les retient pas tous, parce que forcément eux ils ont leur vision, mais nous on a la vision un peu au-dessus, et puis le chef il a encore une vision beaucoup plus globale. Donc après il va falloir la présenter au chef qui lui validera. Mais on prend les avis qui vont bien, et... Ce qui fait penser un petit peu à une discussion qu'on avait eue lors de notre précédent entretien, hein, où tu parlais un peu de commandement participatif, ou plus directif, et finalement tu disais ça dépend de ça la dépend du situation, moment. quoi, ça dépend du moment. Ouais. Donc là en préparation de mission, là c'est le moment où il faut ouvrir en fait aux suggestions, aux idées des uns et des autres. Si on a le temps, ouais. Si on a le temps. Des fois on dit putain là ça y est, là il y a l'hélico, on a un téléphone qui a borné, là c'est maintenant, là faut aller le chercher maintenant. Bon voilà, on va pas passer une heure à... Et souvent la préparation de mission, moi je me suis vu préparer une mission, j'ai eu mon point de poser dans l'hélico. Je ne savais pas où j'allais poser, c'est dans l'hélico qu'on m'a envoyé le point de poser. Donc forcément la préparation de mission là elle est excessivement réduite. Hein. On s'équipe, on monte dans l'hélico et puis on gère ça en direct. Bon. Mais donc, si on a le temps... Qu'est-ce que tu peux préparer alors pendant que t'es dans l'hélico, tu montes dans l'hélico, tu sais pas où tu vas te poser. Ouais. Donc qu'est-ce que t'as matériellement le temps de préparer quand t'es dans l'hélico et que tu apprends là tu vis sur l'expérience et l'entraînement là. C'est-à-dire qu'en fait la seule chose que tu connais c'est ton objectif. Donc tu pars de l'objectif et puis tu vas essayer de remonter la chaussette jusqu'à ton endroit où t'es posé. Donc sur ton objectif, ça va être quoi ta priorité? Bah ça va être de pouvoir rentrer dedans, ça va être de neutraliser tout ce qu'il y aura dessus, et puis enfin de neutraliser avant de rentrer ou de rentrer avant de neutraliser, on s'en fout, mais voilà, donc ça tu vas le bosser. Et les gens avec qui t'es, bah c'est leur boulot, hein. C'est pour ça qu'ils s'entraînent tous les jours, donc de rentrer dans des maisons, de neutraliser des gens. Donc ça, bah tu vas dire au chef de groupe, bon alors ok, voilà l'objectif, on se met où, on fait quoi, voilà. Et puis après, bah, au fur et à mesure que les infos tombent, t'élargis. Mais après, c'est de la gestion au direct, hein. Une fois que t'es posé, bah, ok, tu sais que ton objectif, il est là, tu vas te démerder pour y aller, et puis c'est tout. Et des fois, t'as pas le temps de faire mieux, hein. Et il faut savoir le faire, ça. Alors, en tous les cas, enfin, j'ai du mal à imaginer un brief, de l'équipe dans l'hélico, quoi. Donc, non, parce qu'il y a du bruit. Donc tu briefes plus rien, non? Tu prends t'as ta mission, tu prends tes mecs, parce que ton hélico, il va arriver dans une demi-heure. Bon bah tu dis au mec ok, on t'appelle t'es sur le camp, on t'appelle sur ta radio, tout le monde a une radio portable. Ouais, tu viens au PC. Bon ok, bah tu sais, les mecs ils voient que le chef se lève pour aller au PC, tu prends les mecs, bon ok, vous commencez à vous préparer, je vais au PC. Bon bah les mecs ils se préparent leur équipement individuel, ils savent même pas pourquoi, mais l'équipement individuel il est générique quoi, voilà, après il y aura du matos spécifique à prendre. Tu vas au PC, ça dure 10 minutes, on te dit voilà, il y a ça, machin et tout, l'hélico arrive dans une demi-heure, tu reviens voir tes mecs, tu leur dis bon bah on prend, c'est pour telle mission, donc vous équipez pour telle mission, en matos individuel et collectif, donc ils ajustent un peu l'équipement qu'ils avaient pris, et puis pendant ça là, tu prends les chefs de groupe, tu dis bon voilà, a priori c'est là, on va faire ça, et ça dure 10 minutes. Ok, ça convient, bim, on part là-dessus, et puis s'il se passe autre chose, il se passera autre chose, voilà. On n'est pas obligé de travailler pendant des mois et des mois sur une maquette, hein. Des fois l'opportunité c'est aussi une façon de bosser qui mais par exemple par rapport au canon conforme, là tu pars avec des canons conformes génériques. Est-ce que il y a des situations où ces canons conformes sont
devrait être peut-être, si tu avais plus de temps, tu pourrais envisager des canons conformes peut-être plus importants, quoi. Oui, mais là il y a pas le temps. Ouais. Donc c'est pas grave. Et puis ça se passe bien, mais et il faut pas. Tu vois, il y a eu une opération. C'était quand j'étais au CTLO, ça. Je regarde. On fait un entraînement de d'effraction, justement. Parce que péter des portes pour rentrer dans une maison, aujourd'hui, c'est le quotidien de n'importe quel groupe de commando. Dans les années 2000, c'est pas le cas. La première fois qu'on a cassé une porte en opération, c'était pour aller chercher Krajisnik. Donc c'était un point un peu qu'il fallait travailler. D'où la fameuse question du Pacha. D'où la fameuse question du Pacha. Parce que c'est la première fois que les commandos, enfin à ma connaissance, que les commandos cassaient une porte en opération pour aller chercher quelqu'un derrière. Avec la contrainte de ne pas blesser qui que ce soit en faisant péter la porte. Bon. Donc c'est un point qu'on a travaillé. Et donc on fait un entraînement donc je suis au CTLO après, ça c'est après Krajisnik, là, j'arrive à Jaubert, je suis au CTLO, et on fait une séance d'entraînement d'effraction, justement. À l'explos, machin. On fait ça à Couët-Quidan. Donc à Couët-Quidan, c'est un camp militaire, on peut pas tout casser, machin et tout. Donc au lieu de se servir d'explos, on fait ça avec des inflammateurs électriques. Donc en fait c'est un pétard électrique, quoi, mais qui ressemble à un détonateur. Et pour travailler la procédure, ça change rien. Ouais. Juste on va pas casser la porte, mais la procédure est exactement la même. Bon, du fait qu'il y ait pas que ce soit juste des inflammateurs électriques, je sens bien que les mecs ils sont pas au paquet, quoi. Pas trop concentré, il y a des ratés sur les procédures, des conneries d'inattention, des trucs comme ça. Bon, très bien. Et puis, je sais pas, 4-5 semaines après, bim, il y a une mission qui déclenche, mais là, dans l'urgence. Et donc, on part, et la veille de faire l'intervention, et j'ai un mec qui vient me voir et qui me dit, ouais, faudrait qu'on revoie les procédures d'ouverture de porte, parce que là, on est pour le carreau. La veille, donc il est 20h, et on va faire l'intervention à 5h du mat', quoi. Et j'ai dit non, on revoit plus rien. On ne revoit plus rien, c'est fini. On va tout remettre en cause. On a fait des manips il y a 3 semaines. Raccrochez-vous à ça. Mais moi, il est hors de question, parce qu'on va commencer par revoir ça, puis après on va revoir ça, puis on va revoir ça. On va tout remettre en question à la veille d'une intervention. Donc non. Vous faites sur l'existant, vous faites sur le vécu, et on va rien revoir du tout. Voilà. Parce qu'il y a un moment, il faut arrêter de toujours remettre les choses en question, quoi. Ou de vouloir aller toujours plus loin dans la préparation. Il y a un moment, voilà, c'est comme son parachute, il y a un moment, il faut passer la porte, c'est tout. Et on passe la porte parce qu'on a été entraîné avant. Et après, ça fait partie du debriefing. Voilà, je leur dis, mais non, faut pas, y a pas besoin d'avoir une manip comme l'arrestation de Krajisnik, on l'a préparée pendant des semaines et des semaines. Et il y a des manips qu'on peut pas préparer. Et il faut être capable de faire les deux. Donc, comme on sait pas à quoi servira l'entraînement du jour, quand est-ce qu'on le met en application, il faut le faire sérieusement. Et c'est quand même, il y a une répétition de toute manière qui permet ces fameux entraînements. Ouais, la répétition au quotidien, ouais. Pas spécialement pour une mission. Ouais. Mais ouais. Et qui permet en fait on en parlait tout à l'heure, de créer des gestes réflexes, en fait, des actes réflexes, et individuels et collectifs. Ah oui, moi des plongées, puisque quand j'étais au B, c'était le groupe de contre-terrorisme maritime. Des plongées pour monter à bord d'un bateau dans le cadre du contre-terrorisme, mais j'en ai fait, sans exagérer, j'en ai fait des milliers. Des milliers. Et à refaire toujours le même geste en fonction du poste auquel tu te trouves, tu refais toujours le même geste. Mais comme c'est l'ensemble du groupe qui est cohérent, peut-être que là on va changer une place. Il y a les mecs qui mettent en place le franchissement, par exemple. Il y a un gars qui débarque, il est remplacé par un autre, et au début ça va être dur pour lui de mettre en place le franchissement. Donc il va faire des exercices, ils vont faire des exercices entre mecs du franchissement, et puis après il va falloir leur mettre tout le groupe avec eux pour pouvoir les entraîner en conditions réelles, etc. Et du coup on fait des plongées qui sont longues, fastidieuses, et on les répète à l'infini. Et tu racontais aussi, justement pour ces plongées, il faut imaginer en fait. Il y a d'abord une navigation, on se met à l'eau à un endroit, il y a une navigation qui se fait sous l'eau, c'est pas forcément de la ligne droite, et puis là il faut atteindre un objectif, donc arriver sous la coque d'un bateau. Tout ça se fait pas de jour, c'est pas une plongée en mode tourisme, découverte des récifs et des coraux, quoi. Non. Non, mais le mec qui veut découvrir des récifs, il vient pas Hubert. Et donc, non, là c'est un moyen de chasser, là, c'est tout. Et c'est dans l'obscurité. Ouais.
Total. Donc, comme tu disais, il n'y a pas de moyen de communication subaquatique. Ouais. Donc, si ce n'est que, en fait, c'est le contact. Donc, on se... au geste, il y a des gestes. C'est... Il y a des gestes qui veulent dire un ordre, en fait. On peut pas se parler, on peut pas se voir. Donc, c'est que des gestes. Et donc, il faut pas se rater. Des signes. Fait, Non, faut pas se rater. Faut utiliser le bon signe au bon moment. Et un signe, c'est pas si je me rattrape à un mec, je sais pas moi, si le signe c'est je te mets une claque, tu fais ça. Si je suis perdu sous la coque dans la bousculade, je mets une claque au mec. Et ben en fait, il va croire que il faut qu'il fasse ça. Mais non, c'est juste que j'ai fait une connerie. Donc non, c'est hyper complexe. Enfin, il y a pas de raison que ça se passe bien. Il y a toutes les raisons pour que ça merde, et à la fin, ça réussit à chaque fois. Et si ça réussit à chaque fois, c'est parce qu'il y a un entraînement de fou derrière, quoi. On a du mal. Imagine aujourd'hui, c'est les JO paralympiques. Je regardais hier les matchs de foot des non-voyants. Il y a aucune raison pour que ça se passe bien. Il y a aucune raison pour qu'un aveugle mette un ballon au fond du filet. Bah pourtant ils le font les mecs. Donc derrière, t'imagines les heures et les heures d'entraînement. Bah, c'est exactement pareil. Ouais, de l'obscurité totale. Hein. C'est exactement pareil pour une plongée de nageur de combat, quelle que soit la finalité. Et ça, si tu le travailles pas, déjà faut une formation robuste, c'est l'objet du cours nageur. Et après, c'est un travail quotidien. Les mecs, sinon ça foire. Et tu peux pas au dernier moment dire ah bah tiens, faudrait qu'on retravaille ça pour la plongée. Bah non. Non. T'as des opérations très très rapides, hein, bon, auxquelles j'ai pas participé, mais toute la libération de voiliers là en océan Indien. Bon, à l'époque j'étais pas à Hubert. Bon, c'est Hubert qui les a toutes faites. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'entre le moment pour le carré d'as par exemple, entre le moment où les mecs sont mis en alerte et le moment où ils interviennent, donc ils sont mis en alerte à Toulon. Donc tu pars bosser le matin, tranquillement. T'as fait un bisou à ta femme, t'as dit à ta gamine, bonne journée à l'école. Voilà. À midi, t'as l'alerte qui tombe, t'es en train de bouffer, t'as l'alerte qui tombe. Et 48 heures après, t'es en train de donner l'assaut en plein jour sur un voilier qui est au large de la Somalie. 48 heures. Okay. 48 heures, pour comparer à la même époque, c'est le temps qu'il a fallu au raid pour rentrer dans la salle de bain de Mohamed Merah, à Toulouse. Donc, et c'est ça le quotidien. Et des départs comme ça, alors pas qui se sont terminés aussi rapidement, mais moi des départs comme ça sur coup de sifflet, j'en ai connu plusieurs. C'était régulier quoi. Et si à ce moment-là on commence à se dire bah tiens là je suis pas prêt, bah ça marche pas. Et puis il y a donc arriver à un moment donné à dire ok on est prêt, même s'il y a toujours des gens qui diront non on n'est peut-être pas allé parce que il y a beaucoup de perfectionnistes, ouais. Et donc il y aura toujours des gens pour dire on n'est pas allé assez loin, et c'est des gens dont on a besoin ouais. en permanence, ouais. Et notamment justement pour améliorer l'entraînement peut-être, mais le jour de la veille du départ de la mission, lorsque ces gens commencent à dire peut-être qu'on devrait revoir, oui. Et là tu dis c'est bah ça c'est la différence entre le participatif et le et le commandement et là tu dis okay, direct. Il y a un moment on est entraîné, on est prêt, ouais. Et ça me fait penser aussi à autre chose. Et tu pars sur une mission qui se prépare, qui se déclenche très rapidement. La projection se fait très rapidement. Arriver sur site, en tous les cas sur la base de départ pour l'assaut, très très rapidement aussi. Avec donc un renseignement qui est sans doute pas idéal. Ouais. Il y a pas toutes les informations qu'il faudra avoir idéalement, ouais. Et pourtant vous y allez quoi. En fait, l'équipe y va, elle passe à l'assaut. Ouais. Et donc arriver à décider qu'on y va, même si on n'a qu'une vision incomplète de la situation, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile. Ah non, mais il y a un moment où si t'es arrivé au moment de la décision d'y aller, c'est que tu l'as bien voulu. Ouais, mais à un moment, t'es rentré dans la marine à 18 ans, t'as fait des stages commando, t'as fait des cours nageurs, t'as fait des formations, t'as progressé. Enfin, il y a un moment, moi, à chaque fois que j'étais en opération, et quand ça a été délicat, je me dis, bon, toute ma vie m'a amené à ce moment. Alors, donc, il faut être à la hauteur de ce que tu penses être ta hauteur, quoi. Voilà. Et donc voilà, donc il y a un moment, tu dis pas, bah non, là j'y vais pas parce qu'il fait. Non, c'est toute ta vie t'a amené à ce moment-là. Mais donc si tu peux pas faire un refus de saut à ce moment-là, c'est plus possible. Non, je poussais pas jusqu'au fait de refuser de faire la mission. Mais ce que j'entends à travers ce que tu dis, c'est que finalement il y a deux qualités qu'il faut réunir pour faire ces missions. En fait, il y a un perfectionnisme
pousse au quotidien, faut être perfectionniste. Voilà, à accepter de s'entraîner, de répéter, comme le musicien, le sportif, en permanence, à arriver à un niveau d'excellence très très poussé. Et accepter en même temps l'inconnu. Bah oui. Ouais. Et c'est ton niveau d'excellence qui te permet de gérer l'inconnu. C'est tout. Sinon, tu la gères pas, l'inconnu. Et oui, il y a un moment où il faut basculer, c'est fini. On voit des perfectionne gens plus, on s'entraîne plus, on passe sur off et on y va. Voilà, enfin on passe sur off, ça c'est intelligemment tout ça. Mais il y a un moment, non, mais c'est exactement comme sauter en parachute. Et tout ça, ça te façonne au quotidien. Il y a un moment, t'es dans l'avion, et puis il va falloir faire un pas en avant et tomber de l'avion. C'est tout, tu peux peut-être t'entraîner autant que tu veux, faire ce que tu veux, on s'en fout. Tu t'es mis tout seul dans l'avion, sachant que tu allais devoir en sortir. Et bah tu tombes de l'avion, et puis c'est plié, et puis il se passera ce qui se passera, parce que t'es entraîné à ce qui va se passer. Après il y a des canons conformes, le parachute il souffle plus ou moins bien, plus ou moins haut, tu te retrouves plus ou moins à plat en fonction de ta gaine et tout. Surtout que moi j'étais pas une star en para, je me suis souvent retrouvé dans des situations compliquées. mais voilà, c'est tout. C'est tout. Et bah en opération c'est pareil. Voilà, t'as fait tes choix de vie, tu t'es entraîné au quotidien. Et c'est pour ça que le travail des chefs de groupe et de l'officier opération, il est vraiment important, c'est d'être exigeant au quotidien. On n'arrive pas, on fait pas 2 heures de boulot par jour entre 2 cafés. Hein. Le rythme il est hyper soutenu à Hubert parce qu'il y a tellement de compétences communes. Hein. Je te parle pas des trucs exotiques où t'es Nedex, machin, je sais pas quoi, ouvreur de portes serrurier, tout ça, parce qu'il y en a aussi. Les compétences communes, c'est quoi? C'est le tir, c'est la plongée offensive, c'est le parachutisme. Et c'est la sommaire. Voilà. Et déjà, arriver à entretenir des compétences dans tous ces domaines-là, on passe son temps à courir après le niveau qu'on voudrait avoir. Donc si en plus tu dis au mec, non mais vous inquiétez pas, vous êtes bon, vous pouvez vous reposer, ça marche pas. Et donc les gens sont fatigués à Hubert. Au bout d'un certain temps, t'es fatigué. Alors tu le reconnais pas. Hein. Ça m'amuse parce que moi quand j'étais chef de groupe, il y a un gars qui avait fait le cours nageur après moi. Bon voilà, et là il rentrait de 2 ans d'oxygénation. Là. Et le gars au bout de quelques semaines, donc il rejoint le groupe. Quelques semaines, il me dit putain mais vous êtes fatigués les mecs. Hein. Je dis ouais regarde, ça peut être le feu. Il me dit non, vous êtes tous rincés là. Et donc oui, tu ne percevais pas en fait. Non, tu ne perçois pas. Puis de toute façon, t'as la tête dans le guidon et puis les gens autour de toi, finalement, suivent. Et tout le monde a la tête dans le guidon et tout le monde a le même rythme. Et donc c'est un rythme normal. Et lui venant de l'extérieur, il s'aperçoit. Il dit mais il me dit non mais les mecs vous êtes fatigués quoi. Et donc est-ce que ça veut dire qu'il faut s'oxygéner quoi. À un moment donné, il faut même si on n'en a pas vraiment conscience. Il faut qu'il y ait quand même. Alors après, tout ça s'est mis en place, je crois là-bas. Ils ont imposé des périodes ils ont mis en place un système qui permet aux gens de partir, mais pas trop longtemps, parce que si tu pars trop longtemps, t'es dépassé aussi. Ouais, bien sûr. Donc là, je crois qu'ils ont mis en place un système comme ça où ils demandent au gars, le gars prédéfinit un peu à quel moment de sa carrière il voudra faire un petit break d'1 an. Voilà. Mais c'est difficile à gérer ces trucs-là, parce que de toute façon, quand t'es en groupe, tu veux pas en sortir. C'est ton monde. Voilà. Et tu te rends pas compte que t'es fatigué, tu te rends pas compte que peut-être que t'avances plus, mais voilà, donc il y a des moments où oui, il faut regarder, mais c'est hyper compliqué à gérer ça. Et juste ce dont on parlait avant, ça me faisait penser à l'importance du rétex. Enfin déjà du débrief, du débrief à chaud, et puis du rétex, où finalement pour progresser, pour justement puisque inévitablement on part sur des choses, enfin vous partiez sur des choses qui étaient où il y avait une part d'inconnu, donc nécessairement ça se passait pas forcément comme prévu, mais justement ce fameux entraînement permettait à chaque fois de s'adapter, voire d'improviser, mais pas dans le sens on invente des choses complètement absolument nouvelles, c'est simplement qu'on revient à ces gestes réflexes. Ouais. Et derrière, comme ça ne se passe pas exactement comme prévu, ça se passe pas idéalement, il y a des débriefs qui se font systématiquement, à chaque fois. Et il se passe dans quel état d'esprit en fait ces débriefs? Alors le débrief, il a lieu quelle que soit l'activité et tous les jours. Une plongée, on la prépare, on la débriefe. Un saut, on le prépare, on le débriefe. Que ça se passe bien. Un parcours de tir. On le prépare, on le débrief. Le débrief, il fait partie intégrante de l'activité. On peut faire, si on fait 2 ou 3 activités, une le matin, une l'après-midi, une la nuit, il y aura 3 briefings, 3 débriefings sur 3 activités différentes. Ça, c'est parfaitement
ça fait vraiment partie du quotidien, le débriefing. Voilà. Après, les débriefings, avec le recul maintenant, je me dis que comme tout le monde est perfectionniste, on voit plutôt les choses qui vont pas que les choses qui vont. Tu vois. Donc ça peut être un peu décourageant au début, parce qu'en fait, après il y a deux façons de faire. De toute façon, des conneries, on en fait tous. Donc il y a deux façons de mener un débriefing. Moi, je suis pas favorable au oui, alors on a fait là, ça a pas été parce que on machin et tout. Moi, je suis plutôt favorable à mettre un nom. À dire, regarde, bon, là, t'as fait une erreur. Mais du coup, ça impose que tu fais pas que ce qui n'a pas été dans ton débriefing. Faut aussi ce qui a été. Là, t'as fait bien. Là, t'as fait une erreur, machin. T'as fait une erreur, donc pourquoi? Et voilà ce qu'ont été les conséquences, donc pourquoi? Voilà. Je suis plutôt favorable à ça. Il y a des gens qui veulent pas personnaliser, individualiser le débriefing. Je suis plutôt favorable à mettre le doigt sur ce qui n'a pas été. Mais sachant que quand c'est moi qui fais une erreur, les mecs ils me le disent aussi. Hein. Ouais. C'est et même si ce sont effectivement t'es. Mais même si le mec c'est le subalterne hiérarchique, il peut dire oui bah là on n'a pas compris ce qui s'est passé parce que tu ou vous avez fait ça et voilà. Et c'est normal quoi. Alors après soit on a trop d'ego et puis ça permet aussi de casser un peu l'ego ça parce que comme on fait tous des conneries. Donc soit il y a des gens qui le prennent plus ou moins bien, bon bah ça c'est individuel, mais on peut pas sacrifier la qualité du groupe à la sensibilité de chacun quoi. Moi j'étais plutôt favorable à nommer à personnaliser, individualiser le débriefing. Et puis après les débriefings c'est comme tout, moins c'est long, mieux c'est. Ça c'était une de mes luttes quand j'étais directeur du cours nageur où chaque plongée est débriefée. Donc les mecs sont sur le ponton, dans l'eau, ils sont tapés 1h30, 2 heures de plongée, puis on les débriefe, et puis il y a des instructeurs qui débriefent fleuve, quoi. Et moi je disais, bon, un débriefing 10 minutes. 10 minutes max. On est merdé, esprit de synthèse, hein, c'est quelque chose qu'on doit travailler tous. Et voilà, parce que c'est pour faire un débriefing qui dure 1 heure, ça sert strictement à rien. Donc il faut quand même être assez concis, quoi. Et aller sur les points importants, mais c'est comme en préparation de mission. On va toujours tomber sur l'inconnu, par contre ce qu'il faut c'est identifier, c'est la notion d'effet majeur. Hein. On l'a tous, chacun à notre étage. Dans les armées, il y a l'effet majeur de la manœuvre. Bon par exemple, si je suis sur un assaut de bateau en plongée, mon effet majeur c'est quoi? C'est de monter à bord. Voilà, donc c'est de mettre en place le franchissement. Voilà. Donc moi je vais m'attacher en tant que chef à ce moment-là. Est-ce que c'est bon et est-ce qu'on est capable de le faire demain si jamais ça part malgré les mouvements personnels, etc. L'effet majeur, c'est ce que tu dois réussir finalement en fait, cette phase de l'opération que tu dois réussir pour que finalement impérativement pour que le reste tu puisses le faire derrière. Pour que la mission puisse réussir. Si tu rates ça, tu pourras pas faire ta mission. Ouais. Ça veut pas dire qu'elle va réussir, mais au moins tu pourras la faire. Tu pourras faire quelque chose. Alors que si tu réalises pas ton effet majeur, tu pourras rien faire derrière. Bon et c'est là l'illustration pour le bateau, c'est assez simple à comprendre. Si je veux aller sauver des gens qui sont sur un bateau, il faut que je monte à bord. Bon, donc c'est assez simple la notion d'effet majeur. Ouais. Mais derrière le fait de monter à bord, qui paraît tout simple, il y a des heures et des heures de travail. C'est hyper important. Les deux gars, les deux opérateurs qui assurent le franchissement à ce moment-là, ils portent la responsabilité de toute l'opération sur leurs épaules. Et là, c'est pas toi qui l'as la responsabilité. Parce que toi, t'es sous la flotte, avec ton oxy en bouche, donc tu peux pas parler, et c'est eux qui gèrent là. Et si tu vois que ça merde, ça va être compliqué. Tu le verras pas parce que t'es sous la flotte de toute façon. Donc tu sauras juste que ça a merdé s'ils te disent faut se barrer. donc c'est ça l'importance de. Et moi c'est quelque chose que j'ai eu du mal à retrouver dans le civil pour certaines personnes. C'est les gens qui comprennent l'importance de ce qu'ils font. Et il y a des gens qui comprennent pas l'importance de ce qu'ils font. Les gens on leur demande de mettre au point un équipement, ça m'est arrivé à un moment, le gars me dit ça va être compliqué. Et c'est pas ce que je te demande. T'as les qualifications pour, ou du moins tu prétends les avoir. Donc maintenant, là, rendez-vous sur objectif, je le veux, pour la fin de la semaine. Parce que sinon, il n'y a pas de mission. Et là, c'est une mission civile, donc il n'y a pas... Mais c'est important pour la société, cette mission. Voilà. Donc tu te débrouilles comme tu veux. On a déjà parlé de l'importance de ce que tu fais. T'arrives pas à le comprendre, si tu le comprends pas gentiment, ça va mal se passer. Mais tu vas te démerder comme tu veux, et ça va arriver, tu vois. Et alors que ça, c'est des situations qu'on trouve pas dans les unités comme Uber, etc. Parce que chacun, du fait de l'entraînement quotidien, du fait de la rigueur, du fait des débriefings nominatifs, etc., les gens sont parfaitement conscients de l'importance de ce qu'ils font. Ouais. Et que ce soit du plus haut au plus bas. Hein, je me souviens et les gens sont prêts à écouter. Les chefs sont prêts à écouter. Il y avait une mission en Afghanistan en 2011 là, donc on décide de mettre en place un engin. Et donc au moment, donc moi je suis le chef de la manip,
Donc je coordonne les différents groupes, il y a un groupe de tireurs d'élite, un groupe qui va poser, et puis après on s'en va, et puis on regarde ce qui se passe, et puis on actionne la chose. Bon. Et dans le groupe qui va poser, donc moi je basculais sur la fréquence radio du groupe principal qui bossait. Donc, voilà, j'ai ma coordination, et puis j'ai une deuxième fréquence radio. Donc je bascule sur la fréquence du groupe qui pose, et j'entends le chef de groupe qui dit, donc ils posent leur truc, voilà, et j'entends le chef de groupe qui dit, bon, c'est bon, on démonte, on s'en va, quoi. Le truc c'est clair, on démonte. Et puis 2 minutes après, j'entends qu'il interpelle un mec, parce que c'est des radios individuelles, donc on a les pseudos, là, les call signs, et qui lui dit, j'ai dit qu'on y va, là, t'en es où, toi? Et en fait, c'est le mec qui posait l'antenne de réception du signal. Et le gars dit, non, attends, j'ai pas bien camouflé l'antenne. J'ai pas fini de camoufler l'antenne. Donc il dit, non, ouais, mais j'ai dit qu'on y va. Il dit, non, attends, j'ai pas camouflé l'antenne. Et plus rien sur la radio. Donc on est de nuit, sous JVN, nuit noire, etc. Plus rien. Le chef de groupe, il se tait. Et puis 5-10 minutes après, il y a le gars qui dit, bon, c'est bon, l'antenne, on peut y aller. Et on y va. Et il se trouve que donc le gars, il est opérateur. Son métier, c'est de camoufler une antenne. Bon, il est nageur de combat, tout ce que tu veux. Dans ce cadre-là, son métier, c'est de camoufler une antenne. On part, et finalement, dans la journée, il y a un mec qui est resté assis sur l'antenne toute la journée. Voilà. On a attendu qu'il parte. T'imagines l'importance du truc, là? Le mec, il aurait pas pris les 5 minutes nécessaires pour camoufler son antenne. C'est toute l'opération qui tombait à l'eau. Donc ça, c'est et ça, c'est un exemple que j'ai repris souvent, parce que ça paraît tout con, camoufler une antenne. Ben, si le mec l'avait pas fait convenablement, c'est toute l'opération qui tombait à l'eau. Voilà. Et c'est un opérateur qui a sauvé la manip. C'est pas moi avec mon brillant cerveau qui avait conçu la manip et qui l'a mené. C'est pas le chef de groupe qui avait amené tout le monde à réaliser la manip. C'est l'opérateur qui a été conscient de l'importance de ce qu'il faisait. Et ça, il faut avoir des mecs qui sont capables d'en être conscients. Et il faut avoir des chefs qui sont capables d'écouter. Parce que son chef de groupe, s'il lui dit, ouais, j'en ai rien à foutre, j'ai dit qu'on part, bah, toute la manip tombe à l'eau. Si moi, qui suis sur le réseau, je dis, oui, bah, le chef de groupe, il a dit qu'on part, alors on part. Tu vois, voilà. Donc c'est le coup complet. Ce qui paraît drôle comme ça, mais en fait, ensuite, quand tu es sur le terrain, effectivement, dans la nuit, dans les circonstances, etc., lorsque ça peut parfaitement passer. Le gars dit, on y va, quoi. Ouais. Et, le chef de groupe dit, on y va, et puis l'opérateur, il dit, ouais, bah, c'est bon, j'y vais. Ouais. Et non, lui, sous JVN, il a compris qu'il avait mal camouflé son truc. Et moi, c'est un souvenir qui est vraiment, qui me marque, parce que l'importance de chacun à sa place. Chacun à sa place, et il doit honorer sa place, rien que sa place, et toute sa place. Mais toute sa place. Et souvent, on a des mecs, plus on monte dans la hiérarchie, plus ils demandent des autorisations pour faire des choses. Parce qu'ils ont peur d'assumer leurs responsabilités. Mais c'est pas ce que demandent les chefs. Le chef, il a envie d'avoir des mecs qui lui rendent compte quand ça va pas, ou quand ils se posent une vraie question, et qui mettent pas, qui comprennent leur place. Tu vois, par exemple, quand on a fait cette manip là, qu'il a fallu faire péter, j'ai pas demandé l'autorisation. J'étais parti pour le faire. L'opportunité se présente, on fait péter. Et après, je rends compte. Ouais. Et quand je rentre, il y a un officier qui me dit, mais t'as eu l'accord vachement vite, parce que la fenêtre d'opportunité, elle était. Et j'ai dit, mais j'ai jamais demandé l'accord. Ah bon, t'as pas demandé l'accord, mais comment ça se fait? Non mais attends, on l'a briefé avec le chef m'avait corrigé sur cette manip, il m'a dit non là tu fais attention à ça. Une fois que c'est clair avec le chef sait pourquoi je pars, je vais avoir une fenêtre d'opportunité de quelques secondes, et je vais pas la rater pour demander un accord radio, tu vois. Et en revanche... Mais est-ce que c'était tacite ou c'était quelque chose qui était explicite avec ce chef? Non, je partais pour faire ça, et ma mission, elle était... Non, mais tu dis j'ai pas demandé l'autorisation pour le faire. En fait, ouais. T'as pas demandé l'autorisation de le faire dans ce créneau-là. À l'instant. Mais ce qui était finalement convenu, mais c'est là où porte ma question, c'est savoir si c'était explicite, si ça avait été clairement dit, ou bien si c'était implicite. Oui, non, avec le chef. Non, avec le chef. C'était clairement dit, c'était clairement préparé, c'était clairement corrigé que j'allais faire ça. Ouais. C'était une mission qui m'était attribuée. Mais par contre, c'est toi qui déterminais le créneau pour le faire, en fait, finalement. Moi, c'est pas moi, c'est les circonstances qui déterminaient le créneau. Mais en tous les cas, qui saisissait l'opportunité. Oui, voilà. C'était toi qui devais le faire. Moi, j'entends ce que tu dis, mais je voulais juste te faire bien dire. T'es pas parti comme un pirate qui a pris parti sabre au clair, enfin, son truc à lui. Absolument pas. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on a des chefs qui te disent, non, là, tu te reposes un peu parce que ta mission va la reporter parce qu'il n'y a pas d'urgence absolue, ou qui te disent, non, bah, avant de t'envoyer, on va penser à te récupérer. Quand t'as des chefs comme ça, tu leur caches rien, de toute façon. Mais ouais, c'était sur mais finalement, ce que tu disais, mais tout ça, c'est lié, mais ce que tu disais il y a un instant sur le fait de prendre
du fait que certains demandent à chaque fois l'autorisation parce qu'ils ont peur de prendre leurs responsabilités, mais finalement c'est parce que c'est pas arrivé de nulle part. Si ces types-là, quand à un moment donné de leur carrière, quand ils étaient peut-être plus jeunes, je dirais, ils demandaient pas forcément l'autorisation pour les mêmes trucs, et d'un seul coup, en grimpant dans la hiérarchie, en vieillissant entre guillemets, ils doivent demander plus de choses. C'est par crainte, mais aussi c'est peut-être par expérience. C'est peut-être parce que il y a un environnement qui a fait ça. Quoi. Et comment ils ont pu changer à ce point-là? Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a des gens qui, de toute façon, ne veulent pas assumer de responsabilité, indépendamment de leur grade, de leur fonction. Mais ça se retrouve dans toutes les administrations. Oui, mais dans toutes les organisations, quoi. Et voilà, il y a des gens qui ont des postes à responsabilité qui les assument pas, qui sont incapables de prendre leurs responsabilités, surtout quand les responsabilités, ça veut dire en assumer les conséquences. Non, j'assume effectivement, c'est un ça, peu... Ça veut rien dire. J'assume aujourd'hui, ça veut plus rien dire. Et là, tu te retrouves dans des circonstances comme un sélectionneur. Fabien Galtier, il faut qu'il assume le fait qu'il n'a pas été champion du monde à la Coupe du monde de rugby, tu vois. Mais là, t'es plus dans le monde virtuel, là. Tu voyages pas dans le cloud, là. Là, c'est vrai. Et si tu fais échec, donc nous, dans ce qui nous concerne, c'était, on réalisait pas la mission et on avait peut-être des blessés et des morts. C'était ça la sanction. Donc là, tu joues plus. Et donc, t'as des gens qui préfèrent demander une dernière fois, même si on lui a pas demandé, hein, le chef, il m'a jamais demandé. Mais tu vois, la réaction d'un gars, d'un officier qui était de mon niveau d'emploi, quand je suis rentré, ça a été, non, t'as eu l'autorisation vachement vite. Non, j'ai pas eu. J'ai pas eu parce que je l'ai pas demandé. Ah non, tu l'as pas demandé. Bon, donc je suppose que lui, à ma place, il l'aurait demandé. Mais comment est-ce qu'on en arrive là? Enfin, je veux dire, tu arrivé justement à ce que tu aies cette confiance qui fait que t'as pas besoin d'aller chercher un dernier accord juste pour valider sur le principe, quoi. Et parce que t'as compris, t'as échangé avec ton chef. Ouais. T'as échangé, t'as préparé ta minute, t'as échangé. Il t'a corrigé. Il m'a corrigé sur certains points, il m'a dit, oh là, non, plutôt ça, machin. Parce que lui, ses points d'importance, son effet majeur à lui, c'est pas forcément le mien. Tu vois, il est à l'étage au-dessus. Bien sûr. Donc, bien sûr, j'ai bien compris. Et on a pris le temps de discuter. Là, c'est le participatif, là, tu vois. On a pris le temps de discuter de la manip, il m'a expliqué ce qu'il voulait. Et je pense l'avoir compris. Et lui pense que je l'ai compris, sinon il me laisse pas partir, hein, sur un truc comme ça. Et puis après, on est dans le directif. Et le directif, c'est que, enfin là, en l'occurrence, c'est dirigé par les opportunités. L'opportunité se présentera qu'une fois. On va pas la rater. Mais en revanche, pour un autre cas, avec dans le même détachement, là, Afghan 2011. On me dit, tu vas chercher, il y a une baraque dans laquelle il y a un chef taliban, là, bim, tu vas nous le chercher. Bon. On arrive, on fait péter, on rentre, machin et tout. Et la caractéristique des talibans, c'est qu'ils voulaient pas de photos. Très difficile d'identifier un mec quand la culture, c'est de pas faire de photos. Tu vois. Donc j'avais une photo merdique en noir et blanc. Bon. Et je trouve le mec, je pense que je trouve le mec. Et j'ai un doute avec la photo. Donc là, il est 2-3 heures du mat, tu vois. On s'est infiltré, on a fait péter, il va falloir s'infiltrer avec l'hélico, machin. Et j'ai un doute. Et là, si je ramène le mauvais mec sur base, et qu'on est obligé de le libérer, alors, pour le détachement en FS, au-dessus de moi, c'est-à-dire de mon chef, il va passer pour ça va pas être terrible. 2, si on est obligé de le libérer, contre-productif pour l'ensemble de la task force, qui arrête des gens arbitrairement et puis qui les relâche dans la nature. Donc là, ça me déplace. La décision de prendre le mec avec moi ou pas, je considère qu'elle me dépasse. Elle me dépasse parce que les conséquences, elles me dépassent largement. Donc, j'ai appelé à la radio, j'ai demandé à parler au chef, ils ont été réveillés le chef, et j'ai dit, voilà la situation. Je pense que c'est lui, mais je peux pas le confirmer. Parce qu'il y avait eu un précédent comme ça quelques semaines avant, hein, avec des unités qui avaient ramené les mauvais mecs. Et là, ça met tout le monde dans la merde. Tout le monde. Et pour longtemps. Parce que tu donnes le crédit aux talibans qui disent, regardez, il faut des arrestations arbitraires. T'alimentes ce que tu veux pas. Et du coup, et là, enfin, encore une fois, j'estime que ça dépasse mon niveau de responsabilité. Parce que les conséquences me dépassent largement. J'appelle le chef. Ils ont réveillé le chef, il est 2h du mat, ils ont réveillé le chef. Le chef, au bout d'un moment, on a échangé, il m'a dit, bon, ok, tu le laisses. Tu le laisses, tu rentres. Je l'ai fait. Mais ça, tu vois, donc ça, c'était, il faut définir, faut que tu arrives à définir quelle est ta responsabilité. Et tu l'assumes entièrement. Tu ne demandes pas d'autorisation quand t'as pas besoin, mais en revanche, si ça dépasse ton niveau de responsabilité, tu ne prends pas la responsabilité à la place du chef. Parce que si jamais je ramène le mauvais mec, c'est le chef qui va aller s'expliquer auprès du général. Mais c'est là toute la force de cette prise de décision, c'est d'être dans le feu de l'action et d'arriver encore à avoir assez de recul et de hauteur de vue pour dire ok, ça
c'est plus de mon niveau. Et je dois demander. Oui, mais c'est ce qu'on demande. Ouais, Un officier de force spéciale, c'est ce qu'on demande. Sans doute. Mais Si tu veux pas faire ça, ou si tu veux pas travailler pour ça, bah, tu changes de métier. Et ça, par exemple, c'était quelque chose qui avait été répété dans la préparation de la mission comme un canon conforme. Ah non, absolument pas. Donc ça, c'était toi sur le terrain qui a dû... non, et j'étais ça m'a d'autant plus gonflé que le mec il me regardait avec un sourire, je suis sûr que c'était lui cet enfoiré. Mais je pouvais pas le... Et le gars, quand il a vu que j'étais dans un bar, il jubilait, quoi. Mais je pouvais pas, c'était trop... Si on ramenait le mauvais, putain, ça avait des conséquences, parce que ça s'était déjà produit pour d'autres unités. Et voilà. Et finalement, j'ai bien fait de me poser la question, puisque... Mais je tourne un petit peu autour des mêmes questions, quoi. Ces chefs, en fait, pour lesquels tu as bossé, là, en l'occurrence sur ces 2 exemples en Afghanistan, mais j'ai l'impression qu'il y en a d'autres. Ouais. Tu t'es senti à l'aise pour prendre tes décisions, pour prendre des initiatives, parce que il y avait ce rapport de confiance, en fait, parce que tu savais que eux, justement, quand tu parlais d'assumer, ils assumeraient les conséquences si derrière de leur niveau de responsabilité. De leur niveau, bien sûr. Pas assumer les miennes. Ça veut pas dire que tu avais le droit de faire n'importe quoi. Ouais. Mais tu savais que si les choses se passaient mal, ça serait pas ton procès, en fait. Si, ce serait mon procès à mon niveau. Oui. Ça c'est ton job. À ton niveau. Ouais. À ton niveau. À mon niveau. Et ça c'est assez instinctif, tu vois, parce que la deuxième fois que je suis parti en Afghan, donc c'était là en l'occurrence en 2011, c'était des chefs que je connaissais depuis longtemps. La deuxième fois en 2006, le chef c'est un pacha du 13, du 13e RDP, que je ne connais absolument pas. C'est la première fois que je le vois. Lui. Et j'avais une confiance totale, pareil, ça s'est fait très vite. Au bout de 3 semaines, j'avais confiance et j'ai réagi exactement pareil, ni plus ni moins que voilà. Et très honnêtement, je ne sais pas ce que c'est que de partir en mission avec un chef en qui j'ai pas confiance. C'était jamais arrivé en fait. Ça m'est jamais arrivé. Et ça doit être très très compliqué. Très compliqué quand ça arrive. Et alors là, quand tu rentres d'opération, il y a une procédure qui fait que tu passes devant le psy. Ok, donc tout le monde passe devant le psy pour voir s'il n'y a pas de problème psychologique. Voilà. Et donc quand je rentre, donc encore une fois là, 2011 en Afghan, c'est ma dernière grosse opération. Et donc quand je rentre, je suis le dernier à passer devant le psy puisque je suis le chef du détachement marine. Donc il a pris tous les mecs du détachement marine et puis on fait un petit bilan du détachement, de l'état du détachement et puis de moi. Et le gars me fait le bilan, il me dit bon écoute, tu ramènes personne en mauvais état, donc c'est bien. Et il me dit de toute façon, bien souvent quand on a des problèmes de troubles machin post-opération là, c'est parce que les gens n'avaient pas confiance dans leur commandement. Et lui, c'était son rétexte de psy. Bon, alors maintenant, tu vois, ça fait 15 ans, on peut commencer à en parler, j'en ai jamais parlé. Et voilà ce qu'il m'a dit. C'est tout. Ça, c'est valable pour le cocu, pour le chef, pour tout le monde. Quand t'attends la réponse, tu poses pas la question. mais donc, c'est un élément déterminant. Et donc, tout ça pour revenir au fait que moi, je ne sais pas ce que c'est que de partir avec des chefs en qui j'ai pas confiance. Et même des chefs que je connaissais pas, ça m'est jamais arrivé. Je sais qu'il y a des gens avec qui j'ai discuté, à qui c'est arrivé, ça doit être excessivement dur à gérer. Excessivement dur à gérer. Surtout quand t'as un petit peu de responsabilité, tu sais, quand t'es dans des postes intermédiaires, quand il faut expliquer aux mecs que tu vas faire un truc dans lequel ils croient pas parce qu'ils ont pas confiance au chef, et toi t'y crois pas non plus et tout, ça peut être compliqué. Moi, j'ai jamais été dans ce cas-là, je me suis toujours retrouvé avec des chefs en qui j'avais confiance en opération, et j'espère que les mecs qui sont partis avec moi avaient confiance dans leur chef. Visiblement, s'il n'y a pas eu de... A priori, c'est le cas. Traumatisé, c'est plutôt... Ce qui n'empêche pas d'avoir des problèmes, de discuter, de stopper les discussions quand il faut, de discuter quand il faut, enfin voilà. Mais en fait, c'est un travail à H24, quoi.